Eh bien, ça en fait du pognon. Bonjour. À l'occasion de l'International Music Summit, c'est la semaine de conférences qui lance le début de la saison de la musique électronique. Ça a lieu chaque année en mai du côté de Ibiza et on y dévoile, on y découvre le rapport sur l'industrie de la musique électronique pour l'année écoulée. Un rapport économique, un rapport aussi un petit peu social qui présente l'évolution de la musique électronique, en tout cas des facteurs clés pour comprendre le fonctionnement et les bases de cette industrie musicale. Cette année, le rapport a été réalisé par Mac Mulligan de Mid-IA, qui est une société spécialisée dans la conception de rapports économiques et statistiques. Cette année, je trouve que le rapport est peut-être un petit peu trop succinct puisqu'il n'y a qu'une trentaine de pages. J'aurais aimé que certains chiffres soient un petit peu plus développés, ou en tout cas soient nourris de plus de contexte et de plus d'informations pour vraiment prendre du recul. Et c'est pour ça que cette année, dans la vidéo, je vais vous présenter 4 sujets que je trouve intéressants dans le rapport, mais qui pour moi manquent de développement, ne permettent pas une prise de recul optimale et surtout vraiment de se poser les bonnes questions sur ces données. Et pour aller plus loin, j'ai envie de solliciter votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire le sujet que vous trouvez le plus intéressant dans ceux que je vais développer, ceux sur lesquels vous aimeriez peut-être une vidéo spécifique qui va plus loin, qui va chercher ces informations manquantes, parce que je pense que les 4 sujets que je vais développer ont matière à être présentés plus en détail pour qu'on aille plus loin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez. Le premier chiffre sur lequel j'ai envie de m'arrêter, c'est celui sur les producteurs, les créateurs de musique, ceux qui la composent, ceux grâce à qui on écoute de la musique électronique, puisqu'on apprend que 20% d'entre eux en vivent. 20% des producteurs, des créateurs de musique électronique qui en vivent. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? On a 80% restants qui sont répartis entre d'un côté 35% qui génèrent quand même des revenus à mi-temps, à temps partiel, qui ne vivent pas pleinement de leur activité de création, mais qui se dégagent des revenus, et 45% qui ne perçoivent pas de revenus, qui ne vivent absolument pas de la musique et de leur création, ce qui fait quand même près de la moitié, c'est un chiffre que je trouve assez conséquent. Et le rapport, du coup, s'est intéressé à l'ensemble, à ces 100% de producteurs, finalement, qui sont-ils, quelles sont leurs caractéristiques ? Et c'est là que je trouve qu'on aimerait en apprendre plus, on aimerait les quantifier, savoir finalement combien est-ce que de personnes ça représente, qui est caractérisé dans ces producteurs, est-ce qu'on retrouve aussi les DJ, est-ce que c'est toutes les personnes qui ont un profil artistique sur Beatport et qui sortent de la musique, est-ce que c'est une échelle de Spotify, on ne sait pas, et pour moi l'information manque pour vraiment se rendre compte de qui sont ces personnes-là, puisque le seul trait de caractère qu'on va nous développer, c'est qu'ils sont des passionnés de musique, que c'est quelque chose d'important pour eux, que c'est pas juste un passe-temps, non, eux c'est vraiment la passion de la musique qui les pousse à faire et à produire, donc c'est intéressant, certes, mais je trouve que l'information nous manque pour savoir de qui est-ce qu'on parle réellement. Et quand on va plus loin dans les chiffres, on apprend que sur tous ces producteurs, 44% n'envisagent pas d'en faire une carrière à temps plein. Et plus on va loin dans les détails, on apprend que le revenu annuel de ces producteurs est de 4 913 $. Mais du coup, qui sont encore une fois ces producteurs ? Est-ce que les DJ, les producteurs les plus haut classés, les plus réputés, sont calculés dans cette moyenne ? Logiquement, oui. Mais du coup, quel est l'impact finalement de leur popularité et des revenus qu'ils génèrent sur ces 9 413 $? Puisque là, on ne parle pas que des revenus de streaming, on parle de revenus en général, puisque les revenus de streaming dans ce chiffre-là représentent 47% de ces 9 413 $. Donc je trouve que les informations sont un petit peu trop succinctes, on aurait vraiment besoin de plus de détails pour comprendre finalement comment est construite cette population et quel est plus le revenu peut-être médian, donc c'est-à-dire les 50% au-dessus, les 50% en dessous, pour savoir vraiment que représentent ces 9 413 $ et tous ces producteurs. Le second chiffre que j'ai envie de développer, et qui est une vraie problématique, qui s'est malheureusement accentué cette année, c'est sur la parité des artistes femmes par rapport aux artistes hommes sur les différentes scènes de festivals, puisqu'on apprend qu'en 2022, sur les 100 artistes les plus bookés, c'est-à-dire qui ont le plus joué sur les festivals à travers la planète, 15% seulement sont des femmes, donc finalement c'est 15 femmes face à 85 hommes qui jouent le plus à travers les festivals de musique électronique. C'est d'autant plus dommage puisqu'en 2021, la part de femmes était de 21%, et c'est d'autant plus dommage que la part d'artistes de musique électronique dans les festivals à travers le monde a progressé, puisqu'en 2021, c'était 33%, en 2022, on est passé à 39%. Du coup, c'est un constat qui est assez triste, mais qu'il faut réussir à comprendre, et là aussi, pour moi, le rapport manque de détails, on aurait besoin, à mon sens, d'aller plus loin, puisque
finalement les 100 artistes les plus bookés, qu'est-ce qu'ils représentent et à quel point est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des artistes de musique électronique qui se produisent dans les festivals. On parle de 100 artistes des plus bookés, mais sur combien d'artistes bookés au final? Parce que si on parle de 100 artistes sur 200 bookés, bon, c'est cohérent. Mais si on parle de 100 artistes sur peut-être 1000, 1500, bah là, l'échelle n'est plus la même. Et pour moi, elle n'est pas représentative si on parle que de 10% d'artistes, même si c'est les plus bookés. Donc, je pense que le rapport nécessiterait d'aller plus loin, que ce chiffre n'est peut-être pas assez argumenté, et qu'il faudrait aussi s'intéresser, du coup, là, encore une fois, à l'échelle globale. On parle des 100 artistes les plus bookés sur les... Du coup, on imagine les plus gros festivals, mais où est-ce qu'on en est sur les scènes locales, sur les scènes régionales? Quels sont les pays qui se démarquent? Est-ce que c'est équivalent dans tous les pays? Ou est-ce qu'il y a des pays où justement les femmes sont encore moins représentées? Ou est-ce qu'il y en a où il y a des tendances où on arrive à avoir des femmes beaucoup plus représentées? Et c'est ça qui est important. Et du coup, s'il y a des pays qui nous montrent des artistes féminines plus représentées, eh ben, comment s'en inspirer et comment faire pour que ça se développe finalement à l'échelle internationale. Et enfin, aussi savoir, c'est intéressant, dans ces 15% d'artistes féminines les plus bookées, quel est leur profil, qui sont-elles, et finalement pourquoi est-ce qu'elles sont plus bookées, comprendre tous les rouages qui font que ces artistes aujourd'hui arrivent à être bookés, pour vraiment en dégager une vraie compréhension et une vraie réflexion sur, au final, comment faire pour atteindre une parité entre les artistes femmes et les artistes hommes, tout simplement. Il y a un autre chiffre que je trouve intéressant, qui n'a absolument rien à voir, mais qui est sur l'achat de matériel DJ, de matériel de production, de création, tous les instruments, les hardware qu'on peut retrouver dans les studios aujourd'hui de créateurs pour créer, pour produire de la musique. On retourne peut-être à notre premier chiffre, qui est en hausse. Ce qui fait que le marché de l'achat de matériel de production, mais aussi de DJ, a atteint un record pour 2022, puisque le marché se chiffre à 2,8 milliards de dollars. C'est plus que 2021, qui était à 2,7 milliards, et c'est encore plus que 2020, qui était à 2,3 milliards de dollars. Donc chaque année, on a une progression sur ce segment-là, donc c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que la musique électronique continue d'intéresser, on continue d'avoir un marché qui évolue, on n'est pas arrivé à un marché à maturité, ça continue de se développer, donc c'est intéressant, c'est surtout rassurant pour l'évolution et pour le futur, et surtout que les spécialistes s'accordent pour dire, ça on peut le lire sur le rapport, que ça va continuer d'évoluer sur le long terme, grâce notamment aux améliorations permanentes de matériel, aux évolutions technologiques qui sont constantes, du coup, à voir jusqu'où ça ira. Sur cette donnée, j'ai pas forcément d'objection, puisque là c'est quelque chose de très factuel, mais ça serait intéressant, peut-être encore une fois d'aller plus loin, de caractériser ces acheteurs. Qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs avec l'achat de ce matériel? Est-ce qu'on est dans un objectif de professionnalisation, de rémunération? Comment est-ce qu'ils se caractérisent dans l'échelle des chiffres que j'ai présentés en premier sur ces passionnés qui veulent peut-être vivre de leur musique ou qui ne veulent pas en vivre? Là, ce sera aussi intéressant d'arriver à les situer sur un marché. Le dernier chiffre qui est intéressant, forcément, c'est la valorisation globale du marché de la musique électronique, puisqu'on apprend qu'en 2022, ce chiffre a explosé les records, on passe à 11,3 milliards de dollars de valeur du marché de la musique électronique, alors qu'en 2019, du coup, avant la crise sanitaire, c'est la dernière année où c'était à peu près significatif, on était à 8,7 milliards de dollars. Alors là aussi, petite interrogation sur ce chiffre qui a évolué, puisque sur le rapport de l'an dernier, on nous parlait de 7,3 milliards de dollars pour 2019, donc le chiffre a changé de plus d'un milliard, donc c'est pas rien. Là, on a manqué une petite précision pour dire pourquoi ce chiffre avait évolué. Mais sur ces 11,3 milliards de dollars, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on retrouve le matériel, comme j'ai évoqué juste avant, on retrouve la part de musique enregistrée, qui, ça j'en ai pas parlé, mais évolue aussi, tout ce qui est streaming, vente de musique, les revenus des clubs et des festivals, qui forcément est reparti à la hausse et là qui a explosé tous les records, et enfin les cachets des artistes. Alors il y a un chiffre qui n'est pas précisé dans le rapport, on ne sait pas en tout cas si cette année ça a été ajouté, puisque l'an dernier ce n'était pas le cas. Sur le tourisme de clubs notamment, on parle des revenus des clubs et des festivals, mais on ne sait pas si le tourisme généré finalement par toutes les personnes qui viennent assister à un festival est pris en compte. Et forcément, ça fait vite des gros chiffres, puisqu'on parle d'hébergement, on parle de transport, on parle de nourriture et de toutes les autres dépenses qu'il peut y avoir dans des lieux qui accueillent des festivals. Et c'est une piste, à mon sens, qui serait intéressante de pouvoir avoir au fur et à mesure des années, de pouvoir évaluer combien aujourd'hui la musique électronique, tel ou tel festival, tel ou tel club, permet d'apporter à une ville, à une région, en termes de tourisme et en termes de retombées économiques. Au global, pour apporter une petite conclusion, on a quand même un rapport qui est très intéressant, qui permet de dégager des statistiques et des chiffres significatifs. On en apprend plus sur la valeur, sur la réalité de la musique électronique. Il y a beaucoup de choses au niveau des tendances aussi. Le rapport parle beaucoup de TikTok,
Je vous mets de toute façon le lien du rapport pour le télécharger et pour en prendre connaissance de votre côté. Le rapport est intéressant, mais à mon sens, on manque de données par rapport au précédent. Et surtout, il y a pour cette année une donnée qui n'est pas du tout développée, et ce n'est que mon avis, mais qui devrait l'être, puisque c'est un enjeu qui devient essentiel à l'échelle de notre société globale, mais aussi évidemment pour la musique électronique, qui est celui de l'écologie. Aucun point n'est fait sur l'écologie dans le rapport. On ne sait pas finalement quel est l'impact aujourd'hui en termes d'émissions de CO2 des festivals et de la musique électronique. On sait aujourd'hui qu'il y a des festivals qui consomment beaucoup en termes de lumière, qui ont un impact carbone important, mais du coup, on n'arrive pas à l'évaluer à l'échelle globale. Il y a des initiatives qui permettent de savoir sur des plus petits festivals qui sont déjà mis en place, mais aujourd'hui, à l'échelle globale, je trouve que cette information manque, et surtout, il n'y a pas de piste de réflexion de comment insérer le secteur de la musique électronique à cette sobriété, comment travailler finalement pour limiter les émissions de CO2 pour les festivals, des réflexions sur la réduction de jauge de festivals, quand on sait qu'on a des personnes qui viennent des quatre coins du monde pour un festival, aujourd'hui, en réalité, ça devient un problème, et le rapport ne l'évoque pas. En développant uniquement cette partie de développement économique, de croissance, qui certes est intéressante, il manque, à mon sens, dans ce rapport, cette question de prise de recul sur cette croissance, et comment est-ce qu'on va la gérer au fur et à mesure des années à venir, et comment elle va devoir s'adapter au monde et à son évolution. Donc voilà, j'espère que le sujet vous a plu, vous a intéressé. Comme je vous dis en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire lequel de ces sujets vous a le plus intéressé, lequel vous aimeriez que je développe éventuellement dans une vidéo. Si vous avez des interrogations peut-être sur ce que j'ai dit qui n'a pas été clair, n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour en discuter avec vous en commentaire. Aussi, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Ça prend quelques secondes et en réalité, c'est une grande aide pour nous. Ça nous permet vraiment de continuer à développer les projets puisque ça nous donne de la visibilité auprès de YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.